Les modèles, eh bien, nous avons différents types de modèles. Le modèle, en médecine, c'est le modèle neurobiologique qui se base sur le fonctionnement neurochimique du cerveau. On va donc parler de structures anatomiques bien réelles, comme l'amygdale, qui est très impliquée dans la peur. C'est un gris central dont la stimulation va entraîner la peur et l'agressivité. Le locus ceruleus, dont l'activation va également provoquer l'anxiété chez l'animal. C'est une voie noradrénergique. Les noyaux du rafet, qui eux sont sérotoninergiques et qui ont plutôt un effet apaisant, donc un effet anxiolytique. Et enfin, d'autres structures, bien sûr, vont intervenir dans ce réseau émotionnel. La régulation des émotions est rendue possible par le cortex frontal et préfrontal, qui va planifier les stratégies, qui va aussi réguler les émotions. Ce qui fait que vous n'allez pas, lorsque vous avez très faim, briser la vitre d'une boulangerie pour dévorer tous les gâteaux qui sont juste dans la vitrine, c'est parce que vous régulez vos émotions. C'est grâce donc au cortex frontal et préfrontal que vous n'allez pas dévorer tous ces gâteaux en boulangerie devant tout le monde. Ou vous n'allez pas sauter sur la jolie fille ou le beau garçon qui est dans la rue. C'est parce que votre cortex frontal et préfrontal régule ces émotions. Le système limbique, quant à lui, joue un rôle également dans les émotions et l'hippocampe dans la mémoire. Bonjour, C'est la meilleure bienvenue partie du système dans la limbique avec psychiatrie l'amygdale du dans son axis 21e cingulé siècle. thalamus. Alors, nous avons vu les structures anatomiques, mais quelles sont les neurohormones qui vont avoir un rôle dans l'anxiété, dans la peur? C'est bien sûr la sérotonine, dont l'élévation va entraîner au contraire une diminution de l'anxiété. La noradrénaline, elle, c'est dans son instabilité qu'elle provoque de l'anxiété. Et le GABA a un effet anxiolytique. Donc comprenez bien que la sérotonine est diminuée dans un trouble anxieux, puisque son augmentation va apaiser. C'est pour ça que les antidépresseurs qui augmentent la sérotonine ou qui vont augmenter sa durée dans les synapses est utilisé même dans les troubles anxieux. C'est un résumé de ce que je viens de vous dire, donc vous voyez à quel point l'interaction se fait entre ces différentes structures, le locus ceruleus, le rafet, le cortex préfrontal, l'amygdale, vont, de par leur connexion, agir sur le système septo-hippocampique, qui va décider ensuite de l'activation de l'anxiété, et l'anxiété qui va ensuite entraîner un comportement de fuite, de combat. La personne reste, c'est le combat, la personne fuit, c'est la fuite, grâce au système d'activation de combat ou de fuite. Le modèle du conditionnement, c'est donc le modèle proposé au départ et issu en fait des théories de Pavlov et son chien. Vous avez dû voir, c'est vos cours de biologie ou de sciences naturelles du collège et du lycée. C'est l'association, c'est l'idée même de l'association entre un stimulus qui est conditionnellement neutre, comme par exemple un espace clos, les ascenseurs, avec un stimulus inconditionnel comme la peur. Le fait que la peur, par exemple une attaque de panique, soit produite en même temps que la personne était dans l'ascenseur, eh bien, puisque ça s'est produit en même temps, la personne va associer les deux et cela va conduire à une phobie d'après ce modèle du conditionnement. Et ceci alors qu'il n'y a pas vraiment de menace physique ou psychique dans l'ascenseur. C'est pas dangereux de prendre un ascenseur. Le comportement sera ensuite renforcé dans les modèles du conditionnement opérant de Skinner par le soulagement qu'il provoque. Quand la personne prend l'escalier plutôt que l'ascenseur, elle va vous le dire, elle va se sentir soulagée et va se dire la prochaine fois je vais donc reprendre l'escalier puisque ça me soulage. Donc on voit bien que le comportement de fuite est renforcé par le soulagement qu'il procure. C'est un résumé de ce que je viens de vous dire. Donc le patient ici, dans une situation par exemple face à l'ascenseur, sa réponse va être de prendre l'escalier. Ça va être ça, comportement de fuite. Les conséquences sont positives pour lui, il se sent soulagé. Et il évite la punition, qui est la souffrance ou l'anxiété, ce qui va renforcer encore plus son comportement de fuite dans cette boucle. Vous comprenez pourquoi, en thérapie, au contraire, on insiste sur la confrontation, mais bien sûr, la confrontation en douceur. Ça, la douceur, en tant que futur psychiatre, comprenez-le bien, c'est très important. La brutalité ne vous mènera à rien avec un patient qui souffre d'un trouble anxieux.
Les modèles cognitifs, tels que ceux proposés par Beck, ce sont des modèles en fait issus des théories de l'information par le cerveau, qui se comporte comme un ordinateur finalement, c'est-à-dire qu'il traite des données. Et bien ici, dans le modèle cognitif, la personne souffre de phobie, souffre d'anxiété parce qu'il y a une interprétation erronée de la situation, une interprétation erronée des stimuli interoceptifs ou extéroceptifs. Extéroceptif, ce qui est extérieur, l'avion, le chien, l'araignée, le sang. Interoceptif, ce qui est intérieur. La personne peut mal interpréter le fait que son cœur batte vite. Par exemple, une patiente peut vous dire « Mon cœur bat très vite, je pense que je vais faire un arrêt cardiaque ». C'est faux. C'est juste parce qu'elle était un peu anxieuse que le cœur a battu vite en réponse grâce à l'adrénaline et il n'y a pas de conséquences. Mais vous voyez qu'elle interprète mal le fait que son cœur batte vite. Elle va penser qu'elle va avoir un infarctus, ce qui est faux. Donc vous voyez qu'on retrouve cette notion d'interprétation erronée, en fait, chez ces personnes phobiques. La personne qui a peur de prendre l'avion va penser quoi? Quelles vont être ses pensées erronées de catastrophe? J'aurais dû mettre un sablier. Eh bien, c'est bien sûr, vous l'avez peut-être trouvé, elle va avoir peur que l'avion s'écrase. L'avion va s'écraser. C'est ce que va penser cette personne. La peur du chien, c'est quoi? C'est ça. Le chien va me mordre. Dans l'ascenseur, je vais rester coincé. Avec l'araignée, l'araignée va monter sur moi. Pour l'agoraphobe, je vais avoir une attaque de panique. Je vais perdre le contrôle. Je vais devenir fou. Je vais rester coincé. Personne ne pourra m'aider. Vous voyez, on peut imaginer, il y a vraiment, les patients ont tout un panel de pensées de catastrophe qui leur font faire ces interprétations erronées de la situation. Et on peut en avoir des millions. Cela varie selon vraiment les personnes. Le mental est aussi très riche à provoquer chez ces personnes. L'intellect est très prompt à provoquer chez ces personnes ces pensées qui finalement de catastrophe qui vont finalement provoquer cette anxiété alors que la situation n'est pas objectivement dangereuse. Un avion n'est pas objectivement dangereux. Être en hauteur n'est pas objectivement dangereux. Prendre l'ascenseur n'est pas objectivement dangereux, etc. Voilà un résumé de ce modèle. Donc la situation extérieure, par exemple conduire sur l'autoroute. L'attention va être guidée, il va y avoir des schémas cognitifs qui vont guider l'attention. L'individu va interpréter, en fait, en faisant attention qu'à certains stimuli, par exemple la présence de rambarde, la présence de glissière, la présence de camion, l'absence de sortie, eh bien il va se concentrer sur ça et va en faire une interprétation de catastrophe. Je vais perdre le contrôle de la voiture sur l'autoroute, je vais avoir un accident, je vais mourir. Cela va provoquer l'anxiété, évidemment, puisque la personne se sent menacée, même si ce n'est pas donc réel et pas justifié. Donc elle va ressentir de l'anxiété, ce qui va engendrer un comportement de fuite. Elle va éviter de prendre l'autoroute, ou alors elle va sortir de l'autoroute pour rejoindre une nationale. Si en plus elle éprouve beaucoup d'anxiété, cela va provoquer un état de panique, et donc cela va provoquer des symptômes comme les mains qui transpirent, les mains moites je veux dire, et la tachycardie, ce qui va encore plus accentuer sa peur, puisqu'elle va mal interpréter ses symptômes. J'ai les mains moites, j'ai le cœur qui va vite, c'est sûr, je vais donc faire une attaque de panique, c'est certain, je vais perdre le contrôle du véhicule, je vais mourir. Vous voyez la boucle ici. Nous allons passer au modèle suivant, qui est le modèle éthologique de Barlow. C'est un modèle qui s'intéresse aux causes. Pourquoi est-ce que ces patients sont phobiques? 4 causes essentiellement, le stress, lorsque la personne subit une pression pendant des mois, il y a des problèmes sentimentaux, des problèmes au travail, des problèmes financiers. L'expérience directe, c'est quand la personne a vécu une expérience traumatisante. Par exemple, elle est restée coincée et a fait une première attaque de panique dans un ascenseur qui était en panne, ou alors lors de turbulences d'un avion, ou dans un embouteillage. L'expérience indirecte, le patient n'a pas été dans une situation traumatisante, mais a été le témoin d'une situation traumatisante vécue par un autre. Il a vu une personne encastrée dans sa voiture, il a vu une personne faire une attaque de panique. Enfin, les fausses informations, c'est quand les adultes vont dire aux enfants futurs phobiques des phrases qui sont excessivement en lien avec la menace, comme par exemple des parents qui vont dire à leurs enfants ne rentre pas trop tard ce soir, sinon tu vas te faire violer. Ne va pas trop loin, sinon tu vas te perdre. Ne nage pas trop loin, sinon tu vas te noyer. Toutes ces phrases beaucoup trop excessives
en fait, vont faire croire à l'enfant que l'environnement dans lequel il est hostile, et certains d'entre eux, devenant adultes, vont développer des phobies. Donc si plus tard, vous comptez avoir des enfants, et attention, je vous rappelle que nous sommes en surpopulation sur Terre, il y a plus de 7 milliards d'individus en 2018, et nous avons plus de 90 millions de personnes en plus par an, 90 millions par an. Donc réfléchissez bien avant d'avoir les enfants. Quoi qu'il en soit, si vous en avez, et s'il vous plaît, n'en ayez pas beaucoup pour éviter la surpopulation, si vous êtes raisonnable, et que vous pensez aux autres, et que vous êtes un bon psychiatre. Quoi qu'il en soit, donc, voilà, surtout si vous avez les enfants, ne leur dites pas des phrases comme ça. Donc la conclusion, c'est qu'il faut laisser les enfants prendre des risques, explorer par eux-mêmes, au lieu de chercher à leur faire peur. Sinon ça provoquera, chez certains d'entre eux, donc, des réactions d'alarme vraies, ou appréhension anxieuse, qui seront mémorisées, qui évolueront vers une appréhension anxieuse, et qui finiront par une phobie, ou un TOC. Ici, alors, est-ce que vous avez reconnu cette marionnette que vous pouvez acheter sur les différents sites connus dans le monde. Donc si vous pouvez ainsi amuser vos amis avec cette marionnette, ou alors traiter votre patient même avec cette marionnette, pourquoi pas, avec de la transfert. C'est qui? C'est bien sûr Carl Jung, ici en marionnette. Donc l'autre modèle, c'est le modèle psychanalytique des phobies. Donc ici, l'idée, c'est que l'anxiété est en grande partie sexuelle. Et ces pulsions sexuelles inacceptables par les parents ou la société ont été refoulées. On va le voir comment cela se déroule dans le modèle que je vais vous montrer. Mais l'idée, c'est que ces idées refoulées vont ressortir sous forme de, surtout la peur de la punition, sous forme de représentations symboliques qui vont créer en fait la phobie. Ces représentations symboliques, ça peut être donc les araignées, le cheval, etc. Et l'enfant ou l'adulte va avoir peur du cheval, mais finalement pas du cheval directement, mais dans l'inconscient d'une punition ou d'une situation qui a été refoulée, ou d'une pulsion en fait. Donc finalement ici, on peut dire que ces représentations symboliques se manifestent consciemment par un comportement névrotique. L'idée c'est qu'ici, l'anxiété se développe comme une réaction de l'ego face au danger et aux exigences de la libido. La libido des pulsions sexuelles, ce n'est pas acceptable par les parents ou par la société, ces pulsions sont refoulées et passent dans l'inconscient. Il va y avoir un phénomène de déplacement et elles ressortiront, ou les punitions ressortiront sous forme de représentation symbolique. Le rôle du psychanalyste, si plus tard vous êtes psychanalyste, va être donc d'être très subtil, puisqu'il va devoir comprendre ce qu'un cheval, une araignée ou une voiture représente symboliquement pour la personne, pour le patient, afin d'en retrouver les causes inconscientes. Pour ce qui est des TOC, qu'on n'abordera pas aujourd'hui, il s'agit d'un phénomène de fixation au stade anal du développement psychologique. En psychanalyse, donc, Freud a élaboré cette théorie par rapport à l'étude de cas sur un enfant de 5 ans qui avait peur des chevaux. Alors en fait, l'idée c'est que c'est en lien avec le complexe d'Oedipe. L'enfant étant amoureux de la mère, il a peur d'être puni par le père, car le père ne peut pas accepter qu'il soit amoureux de la mère. Et il a peur que cette punition consiste en la castration. Donc l'enfant a peur d'être castré par le père. C'est inacceptable, donc il va refouler cette idée, ses pulsions sexuelles envers la mère. La punition va également être refoulée, cette peur de la castration va être refoulée, et elle va ressortir dans le conscient sous forme d'un objet symbolique, ici le cheval. Ainsi, l'enfant est libéré de la possibilité d'être confronté à la peur d'une punition sévère. Je vous ai fait ce schéma pour bien vous faire comprendre. Nous avons la pulsion sexuelle ici, qui n'est pas acceptée par la société ou par les parents, ou la punition. Ainsi, c'est refoulé, ça passe dans l'inconscient. Nous allons avoir une peur de la punition qui va être déplacée, et on va donc avoir un déplacement de la peur de la punition. Et ce déplacement va être rendu possible grâce à une représentation symbolique qui va émerger dans le conscient sous forme de peur de la représentation. Donc le psychanalyste a un travail difficile puisqu'il doit partir de cette représentation pour faire le cheminement inverse et ainsi retrouver l'origine symbolique de cette peur, de cette pulsion qui aura été refoulée. Le modèle évolutionniste, vous avez reconnu
un très grand chercheur, chez nos amis de la planète des singes, bien sûr, c'est le docteur Cornelius, qui est très connu parmi les chimpanzés. Donc dans cette théorie, dans ce modèle évolutionniste, l'anxiété est ici un mécanisme de protection physiologique de l'individu. L'anxiété a été créée par l'évolution pour nous protéger, pour nous permettre de réagir rapidement face à une menace, puisque je vous rappelle que il y a 40 000 ans, nos ancêtres vivaient dans un environnement hostile, la forêt, la jungle, les steppes, et il a donc bien fallu réagir rapidement pour chasser des mammouths, pour se défendre face à un ours. C'est comme ça que l'anxiété s'est mise en place. Elle a donc un vrai rôle de protection, c'est ce que vous devez dire aux patients, que l'anxiété est là pour le protéger. Mais, dans cette théorie, il y a une discordance évolutive. Notre société moderne a évolué plus vite que notre biologie. Nos corps ne se sont pas forcément adaptés, en fait, à notre environnement présent, technologique et moderne. D'autres théories discutent de diminution du contact entre la mère et l'enfant dans nos sociétés modernes et dans la présence croissante d'étrangers, en fait, alors qu'autrefois l'enfant était limité aux proches, ce qui autrefois diminuerait l'anxiété d'après ces théories. Donc le fait d'avoir plus de contact avec la mère et d'avoir des contacts limités aux proches diminuerait l'anxiété d'après ces théories. En tous les cas, donc, Price précise bien que l'individu possède des traits qui sont adaptés à un environnement qui diffère de l'environnement présent. Là, nous rejoignons les théories futures, enfin les théories présentes sur le futur, les théories du transhumanisme, car notre corps n'évolue pas assez vite effectivement avec la société. Le transhumanisme sera peut-être la réponse à cette question en utilisant la technologie, la science, pour accélérer l'évolution de notre corps et ainsi nous adapter aux défis de la société d'aujourd'hui et de la société de demain. C'est un vrai débat philosophique dont vous pourrez discuter. Vous, en tant que psychiatre, enfin futur psychiatre, donc comment ferez-vous les diagnostics à l'hôpital ou dans vos cabinets? Eh bien avec des outils qui existent déjà, qui sont des entretiens semi-structurés, c'est-à-dire des questions écrites que vous posez. Par exemple, est-ce que vous vous sentez nerveux lorsque vous rencontrez de nouvelles personnes et avez-vous peur d'être mal jugé? C'est ce qui est écrit dans ces textes. Le patient répond oui ou non. Si oui, vous suivez la liste des questions suivantes. Sinon, vous passez à la question suivante, par exemple sur la dépression. Donc c'est la mini utilisée en France. Dans les pays anglo-saxons, on utilise beaucoup l'ADIS, qui est tiré du DSM-4 ou du DSM-5. Les cas cliniques, nous allons aborder maintenant la réalité clinique. Parlons de notre première patiente, Saori. C'est une femme de 31 ans qui n'a pas d'antécédent psychiatrique particulier ou organique. La mère était anxieuse, donc on voit déjà qu'il y a peut-être une notion d'éducation, pas de traitement. En fait, il y a eu une panne de métro et cette jeune demoiselle a en fait déclenché une attaque de panique dans ce métro il y a 3 ans. Et vous voyez, depuis cette première attaque de panique dans le métro, elle n'ose plus prendre le métro. Et remarquez comme la phobie évolue avec le temps, puisqu'elle s'est généralisée à d'autres situations que le métro, mais qui ont quand même un lien avec la situation originelle, l'idée d'être enfermé en fait, l'idée de pouvoir déclencher une attaque de panique. Donc elle a commencé après à avoir peur aussi, finalement, de l'avion, avoir peur des supermarchés, de l'ascenseur, des tunnels. De ce fait, l'invalidité est ici très importante puisque cela gêne énormément ses déplacements. De plus, elle signale qu'elle commence à avoir des attaques de panique, des crises d'angoisse récurrentes, spontanées, chez elle. C'est donc mal vécu, cette perte d'autonomie provoque une tristesse chez elle, elle vous dira qu'elle n'éprouve plus de plaisir dans sa vie. Alors, quel est votre diagnostic? Je vous écoute. Le sablier. Je vais peut-être le rajouter d'ailleurs. Vous avez trouvé? Il s'agit bien sûr d'agoraphobie, puisqu'on le voit, elle a une attaque de panique, elle a peur probablement de faire une attaque de panique encore une fois, dans des lieux où elle ne peut pas sortir. Donc on retrouve l'agoraphobie. Ici, les crises spontanées nous rappellent le trouble panique, elle a un trouble panique, et évidemment, cette tristesse qu'elle décrit, c'est une dépression réactionnelle.
On a donc 3 diagnostics, l'agoraphobie, le trouble panique, la dépression réactionnelle. Elle ne prend aucune drogue, hein, ça c'est un point important. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de perdre le contrôle. Vous pouvez être sûr que la plupart des gens anxieux, ils prennent pas de drogue. Parce que précisément, ils ont peur de perdre le contrôle. Et ça, c'est une chose que vous retrouverez chez tous vos patients qui sont anxieux. Ce qui est au cœur de cette phobie, ce qui est au cœur de l'anxiété excessive, c'est la peur de perdre le contrôle. Ils sont tous obsédés par l'idée de contrôle. Souvent les phobiques et les anxieux veulent contrôler, ils veulent se contrôler, ils veulent contrôler les événements, ils veulent contrôler les autres, alors que la vie, eh bien, c'est d'apprendre qu'il faut lâcher prise, qu'il ne faut pas chercher à contrôler les autres, ni à contrôler ses émotions, ni forcément à contrôler les événements. Mais ça, vous le verrez en thérapie. Donc la validité est importante, comme on l'a vu. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle vient vous voir et il faut écouter le patient. Parce que ne lui proposez pas forcément la thérapie que vous voulez vous, mais proposez-lui la thérapie qui est adaptée à ce qu'elle demande, à son besoin. Et là, elle demande à retrouver sa liberté, son autonomie, son indépendance. Donc, si la dépression est importante, vous pouvez lui proposer un traitement psychotrope, bien sûr. Les anxiolytiques, à la demande, pas de manière régulière. Par exemple, si elle doit faire un voyage en avion et qu'elle veut absolument partir, qu'il y a une obligation, vous pouvez lui prescrire ces anxiolytiques à la demande. On retrouve les classiques, Valium, Lexomil, Seresta, Xanax, etc. Les barbituriques, comme le Gardénal, c'est terminé. L'Atarax, on le prescrit aussi quelquefois, et des bêta-bloquants comme le propanolol. Je vous conseille le Stresam, par exemple, si la patiente présente des manifestations psychosomatiques. En plus. Si vraiment vous voulez traiter un peu au long cours, et si le cas est assez sévère, vous pouvez introduire des antidépresseurs avec une prise quotidienne. Les plus fréquents sont, en ce moment bien sûr, en 2018, je ne sais pas ce qu'il en sera en 2058, l'Effexor, la Venlafaxine, le Prozac pour la fluoxétine et le Zoloft, qu'on utilise au rythme, à la posologie en général, d'1 ou 2 comprimés par jour. Si vraiment le cas est très sévère avec une composante un peu délirante, s'il y a un discours quand même qui est un peu délirant derrière la phobie, comme par exemple un patient qui vient vous voir en vous disant qu'il a peur des autres et qui vous dit voilà, je vois les personnes, elles se recoiffent comme ça, et je sais que ce geste me permet de les reconnaître. C'est pour ça que je ne prends pas le métro, parce que dès qu'elles font ce geste, je sais qu'elles font partie de ce club, de cette association qui sont contre moi. Là, on voit clairement que la personne, il y a une composante délirante un petit peu derrière. Donc là, vous pouvez dans ce cas-là, effectivement, rajouter en plus un neuroleptique comme l'Abilify, le Risperdal ou le Zyprexa. Alors, le problème, c'est évidemment, c'est bien beau les psychotropes et ça marche, mais c'est efficace sur le court moyen terme et surtout le patient ne vient pas vous voir pour un dépendant de la pharmacothérapie, mais bien pour retrouver sa liberté. Donc il va falloir aussi proposer une psychothérapie. Son objectif, vous la connaissez, elle l'a dit, c'est retrouver sa liberté maintenant. C'est présent, c'est l'avenir. Donc vous allez lui proposer ce qui est adapté à cette demande, les thérapies cognitivo-comportementales. Je vous rappelle que le but des thérapies cognitivo-comportementales est d'aider le patient à changer son point de vue, à changer sa façon de penser et à affronter les situations. Donc, ces techniques qui ont été mises au point dans les années 50-60 vont permettre d'aboutir à l'habituation et à l'extinction de la peur. Les thérapies cognitivo-comportementales comportent, comme leur nom l'indique, une composante cognitive. L'idée va être, depuis les théories de Beck, Ellis et Bandura ou Lazarus, de modifier en fait la façon d'interpréter la situation par le patient. Par exemple, quand il prend l'avion, il ne faut plus qu'il pense « l'avion va s'écraser », mais plutôt « l'avion est un moyen de transport rapide qui va me permettre d'arriver à bon port ». Évidemment, c'est facile à dire, mais vous avez des méthodes bien précises pour ça. Je vous invite, si la TCC vous intéresse, à évidemment vous inscrire au DU de TCC. Quoi qu'il en soit, donc, ce qu'on enseigne aux patients à ce moment-là, c'est la psychoéducation à propos de la peur. C'est un système de gestion de l'anxiété pour qu'ils puissent mieux gérer ses émotions, comme Akara ou Aware. Des slogans, comme dans les auto-instructions positives. La restructuration cognitive et on va y ajouter souvent la relaxation, avec Jacobson, Schultz, etc. Donc on l'a dit, le but c'est de remplacer des schémas cognitifs en fait, par des schémas cognitifs plus équilibrés,
pour arriver en fait à une interprétation plus réaliste, plus équilibrée de la situation. La psychoéducation, c'est une partie qui est importante. Vous allez devoir apprendre aux patients ce que finalement je vous apprends un petit peu, c'est-à-dire les modèles de l'anxiété pour lui faire comprendre ce qui se passe dans sa tête. Parce que souvent les patients qui sont anxieux, ils ont peur de leurs propres symptômes parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans leur tête. Ils ne savent pas ce que sont ces symptômes. Ils ne savent pas que c'est une réaction physiologique. Donc vous, en tant que futur psychiatre, ça va être de vraiment les rassurer en leur apprenant ce que c'est en fait. Et rien que le fait de savoir, eh bien ça les rassure. Ce qui est finalement logique, car c'est l'ignorance qui mène à la peur. Vous leur apprendrez donc les mêmes modèles que je vais vous enseigner, le modèle neurobiologique de Gray, le modèle du conditionnement, le modèle éthiologique de Barlow et le modèle cognitif de Beck. ACARA, je vous l'ai dit, c'est un système de gestion des émotions. Il faudra leur apprendre à accepter l'anxiété, donc c'est un acronyme. A pour accepter l'anxiété, c'est-à-dire que, je vous l'ai dit, il faut qu'ils comprennent bien que, et même vous, ça peut vous être utile, qu'il ne faut pas être dans le contrôle des émotions. En quelques mots, parce que ça pourrait faire l'objet d'un cours entier, l'idée c'est que, comme en méditation, on ne cherche pas à contrôler ses émotions parce qu'on ne peut pas contrôler ses émotions. On va donc accepter l'anxiété, on va donc la laisser venir. Et on va lâcher prise. Alors c'est vite dit lâcher prise, mais le lâcher prise c'est l'idée de ne pas résister à ce qui est, pas résister à ce qui se passe. Bon, je suis en hauteur au 40e étage, je ressens de l'anxiété, je ne résiste pas à ce qui se passe, je ne résiste pas à l'anxiété qui arrive. Je suis anxieux, je le sens, bien, je suis anxieux, cela vient, cela monte, je ne résiste pas, je fais la relaxation si j'ai envie, je fais la gestion des émotions, je fais la thérapie cognitive, mais je ne cherche pas à résister. Je ne cherche pas à me contrôler. C'est un point important. Donc vous, quand vous ferez des gardes d'urgence et que vous voyez des personnes qui font des attaques de panique, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Je vous écoute. Voilà. Surtout pas leur dire calmez-vous. Surtout pas leur dire maîtrisez-vous. Surtout pas leur dire ah vous avez l'air pâle. Et surtout pas leur dire attendez, je vais appeler l'infirmière, ou on va vous faire une prise de sang, ou on va aller aux urgences. Cela va augmenter l'anxiété parce que vous êtes dans le contrôle. Ce qu'il faut dire aux patients en attaque de panique, c'est ce qui n'est pas dans le contrôle. C'est des phrases vraiment rassurantes comme je suis là, prenez le temps, asseyez-vous si vous avez envie, faites un peu de relaxation si vous le sentez, je reste près de vous, ça va passer, c'est temporaire et ce n'est pas grave. Vous avez vu, là, aucune de mes phrases sont dans le contrôle, je n'impose rien là. Mais c'est ce qui va beaucoup, pour avoir vu beaucoup d'attaques de panique devant moi, ce sont vraiment les phrases qui vont rassurer. Et évidemment, quand une personne fait une attaque de panique, parlez-lui en douceur, ralentissez votre rythme de parole, parlez-lui avec chaleur et bienveillance et avec douceur, et agissez vous-même lentement. Et toujours ces mêmes phrases, je suis avec vous, je reste avec vous, vous avez le temps, ce n'est pas grave, ça va passer, je suis là. C'est ça qui est rassurant. Vous pouvez aussi avoir un contact physique, le patient peut vous prendre la main, aucun problème. J'ai même vu des patients et des patientes qui, pendant l'attaque de panique, m'ont pris dans leurs bras. Aucun problème, laissez-vous faire, ça les rassure. Et effectivement, après, ils sont rassurés, ça va durer quelques minutes, et cela va s'arrêter. Donc la personne ensuite le sait, doit contempler ses émotions, c'est-à-dire qu'elle doit la mesurer de 0 à 100. A pour agir avec l'anxiété, on doit continuer à faire ce qu'on doit faire, marcher, conduire, etc. Mais évidemment en ralentissant ses gestes. La personne qui est au volant va ralentir ses gestes au volant, ses mains, ses pieds. Si la personne est anxieuse en marchant, elle doit ralentir sa marche. C'est l'empressement qui accentue l'anxiété. Il faut donc tout ralentir. En quelques mots. R pour répéter les 3 étapes, A pour attendre le meilleur, l'avion va atterrir, le chien va être gentil, l'araignée va partir, l'ascenseur va arriver, etc. La thérapie cognitive, le patient est en 3 étapes. Le patient doit prendre conscience que il doit prendre conscience de ses pensées de catastrophe. Les pensées dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'avion va s'écraser, le chien va me mordre, je vais avoir le sida, je vais devenir fou, je vais perdre le contrôle. Il faut d'abord que le patient prenne conscience de ça. C'est la première étape.
La deuxième, c'est qu'il faut qu'il cherche des preuves pour et contre. La troisième, c'est qu'il génère une interprétation équilibrée de la situation. L'ascenseur va arriver, le chien va partir, je vais être en bonne santé, l'attaque de panique va s'arrêter, etc. Vous pouvez aussi enseigner des slogans aux patients, ce qu'on appelle les auto-instructions positives, ce qui est une forme d'auto-persuasion que le patient va apprendre. Il va en choisir plusieurs parmi ceux que vous lui proposerez, comme je dois retrouver ma liberté, je suis ici pour changer, la force est avec moi, ce qui est très à la mode avec Star Wars, etc. L'imagerie mentale, le but va être d'utiliser l'imagination, le patient va utiliser son imagination pour gérer ses émotions. On peut imaginer qu'il est dans une situation apaisante, imaginer qu'une personne rassurante est avec lui, etc. L'exposition est la dernière phase, ici comportementale. Le patient va s'exposer aux situations qu'il évite en général. Voiture, conduite, chien, araignée, fourmi, avion, ascenseur, sang, saleté, etc. Donc l'exposition d'Ivo, cela fait longtemps que les articles scientifiques attestent de son efficacité clinique. Depuis déjà les années 80-82, cela a été démontré. Et elle est même supérieure à d'autres traitements psychologiques. Donc du coup, finalement, depuis 2007, depuis les années 2010 aussi, la thérapie cognitivo-comportementale est devenue le traitement de référence, tel que cela a été déclaré par plusieurs instituts gouvernementaux, la NICE pour le gouvernement britannique et la NIMH pour le gouvernement américain. Donc vous voyez qu'elle le considère comme le traitement de choix pour les troubles anxieux, et même que cela a plus d'effet que le traitement médicamenteux. Mais, s'il vous plaît, faites preuve maintenant, vous futurs psychiatres, d'esprit critique. Qu'est-ce que vous critiquez par rapport à cette méthode? Je vous laisse réfléchir. Le sablier. Je vais peut-être faire un bruitage de tic-tac d'ailleurs, tiens. Et vous, il vous faudrait un buzz. Pour être plus sérieux, eh bien... donc la critique qu'on peut avoir, c'est la brutalité. Une personne qui a peur des chiens, comment vous allez faire vous, en tant que psychiatre? Parce que la thérapie par exposition doit être progressive. Vous allez donc lui amener un chien doux, puis un chien plus agressif. Et pour prendre l'avion, comment vous allez faire? Vous allez prendre l'avion avec la patiente. Et puis, l'avion, comment allez-vous le contrôler? Comment allez-vous décider de à quel moment il faut ouvrir, fermer le sas, faire décoller l'avion? Et l'ascenseur, comment est-ce que vous allez décider en fait de la durée, de l'ouverture des portes, d'une panne éventuelle? Et les métros, comment allez-vous décider du nombre de passagers pour que ce soit progressif? C'est ça le problème. C'est que souvent, de ce fait, 25% des patients refusent de se soumettre à une thérapie d'exposition parce qu'elle est trop brutale. Elle n'est pas assez douce. On n'a pas cette progression en fait que la réalité rend difficile. Et pour les personnes qui veulent visualiser des scènes, parce que vous avez aussi de l'exposition en imagination, la personne imagine qu'elle prend l'avion, eh bien tout le monde n'a pas le talent, la capacité à imaginer parfaitement ce genre de situation. La solution, eh bien, c'est le domaine pour lequel je suis un expert international. Vous le savez peut-être, c'est bien sûr la réalité virtuelle. En réalité virtuelle, vous plongez la personne grâce à un casque de réalité virtuelle, un visocasque, dans des environnements qui sont créés par ordinateur et qui vont montrer aux patients, qui vont permettre aux patients de s'immerger dans les lieux qu'il évite justement, dans un but d'exposition. Un avion virtuel, un chien en 3D, la conduite d'une voiture de synthèse. Et cela fait déjà longtemps que cela a été testé, puisque vous voyez, ça remonte à 1992, North a publié sur l'aviophobie, et les procédures sont les mêmes que pour l'exposition classique, mais ici, elles se font en réalité virtuelle. Elles vont apporter la douceur qu'on recherche, puisque là, dans votre bureau au CHU ou dans votre cabinet, vous allez pouvoir exposer le patient progressivement et décidez-vous, en fonction du progrès du patient, les événements qui vont suivre. Au départ, vous allez choisir un avion en 3D qui reste sur la piste, le sas ouvert et qui est vide. Puis après, à vous de décider progressivement, vous allez mettre plus de passagers. Vous allez voir au patient s'il est prêt à ce que vous fermiez le sas et s'il est pareil pour le décollage. Vous allez pouvoir choisir la durée du vol. Vous voyez cette flexibilité qui permet cette grande douceur dans l'approche thérapeutique et qui va donc être très utile. Vous pouvez la voir par rapport à la réalité virtuelle qui est vraiment un outil de la psychiatrie du XXIe siècle.
C'est pas le sujet de ce cours, donc j'en parlerai beaucoup plus en détail dans le cours qui va être dédié et qui s'appellera Réalité virtuelle et exposition thérapeutique en psychiatrie et qui sera sur YouTube bien sûr. La conclusion par rapport à ce cas clinique, c'est comment l'aider. Eh bien, vous allez prescrire un psychotrope comme l'Effexor 75LP, un comprimé le matin ou le Séroplex. Vous lui proposerez un benzodiazépine à la demande comme le Veratran, donc à la demande, si la personne est très angoissée. Et enfin, vous allez lui proposer une TERV, c'est-à-dire une thérapie par exposition à la réalité virtuelle. Avec, dans le cadre des TCC, bien sûr, vous lui apprendrez les méthodes, relaxation, psychoéducation, thérapie cognitive et après, évidemment, une exposition en réalité virtuelle.